Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara était au Nigeria. Il a assisté à l'inauguration du premier stade international d'Ibom, un stade d'une capacité de 30 000 places. Sur ce grand stade omnisport construit à Uyo, dans le sud-est du Nigeria, s'est disputé un match opposant les Super Eagles du Nigeria et les Black Stars du Ghana. Les Nigérians l'ont emporté par 1-0. Nous y reviendrons à 13 h. Aller à Korogo, à Bouaké et à San Pedro par voie aérienne, les choses se précisent. L'un des deux bombardiers QE-400 next-gen fabriqués par une compagnie canadienne a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. C'est un avion de 67 places que le ministre des Transports Gaoussou Touré et les responsables de Côte d'Ivoire ont réceptionné. Cet appareil a coûté à l'État ivoirien la somme de 11,5 milliards de francs CFA. Le deuxième bombardier est attendu cet après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Sachez aussi que le vol inaugural domestique est prévu le 15 novembre prochain à destination de Korogo et les billets aller et retour en tarif promotionnel sont compris entre 45 000 et 65 000 francs CFA hors taxe. Au Burkina Faso, l'opposition, la société civile, les leaders religieux et coutumiers réunis hier samedi à Ouagadougou ont élaboré un projet de charte de transition dont la version finale doit être formellement adoptée ce dimanche. Le document sera ensuite remis aux représentants de l'armée. Et ce document est un additif à la Constitution. Il définit les organes de la transition et leurs missions. Ces organes sont le président, l'Assemblée nationale de transition et le gouvernement de transition. Il prévoit 25 membres pour le gouvernement dont la répartition doit prendre en compte les femmes, les jeunes, les syndicats et les Burkinabés de l'étranger. Le Maroc maintient sa demande de report de la CAN 2015 à 2016. La raison évoquée, le risque pandémique de la maladie à virus Ebola. Selon le ministère marocain des Sports, la CAF doit se réunir le 11 novembre prochain au Caire pour choisir le ou les pays qui accueilleront la CAN 2015. 9 novembre 1989, 9 novembre 2014, l'Allemagne fête les 25 ans de la chute du mur de Berlin. Des centaines de milliers d'Allemands et de touristes étrangers sont à Berlin pour un week-end de festivités et de commémorations. 9 novembre 1989, le destin de l'Allemagne bascule. Depuis plusieurs mois, des manifestations pacifiques enflamment l'Est et font vaciller le régime. Les citoyens de la RDA communiste demandent plus de liberté, notamment celle de voyager librement à l'étranger. Une liberté qui leur est finalement accordée un jeudi soir d'automne. Les médias relaient l'information et les Allemands de l'Est se regroupent au point de passage. C'est Harald Jäger, à l'époque garde-frontière, qui donne le premier l'ordre d'ouvrir les barrières sous la pression de la foule. Je n'avais jamais vu une telle euphorie. Mais pour nous, c'était surtout notre monde qui s'écroulait. C'est la chute du mur de Berlin. Un mur qui divisait le pays et les familles depuis 1961, gardé tout au long de ses 160 km. 136 personnes y ont perdu la vie en essayant de le franchir. Pendant le week-end, ils seront 3 millions à visiter l'Allemagne de l'Ouest. Peu après, c'est la réouverture de la porte de Brandebourg et la République démocratique allemande élit pour la dernière fois son gouvernement. Un gouvernement qui ne restera que quelques mois au pouvoir. La chute du mur a précipité l'écroulement du communisme de Berlin à Moscou. Helmut Kohl, chancelier de l'Ouest, mène le processus de la réunification des deux Allemagnes tambour battant. Une rapidité qui surprend le monde entier. Nous étions surpris par la rapidité de l'éclatement. Mais cela montre simplement qu'un État ou une société qui n'est pas basée sur nos principes de l'Ouest n'a pas le soutien de la population, ne peut pas s'attendre à être un État puissant. Aujourd'hui, le mur de Berlin est une pièce de musée qui fait le bonheur des touristes et l'Allemagne est devenue la 4e puissance économique mondiale. À l'image de sa chancelière, grandie à l'Est, est devenue incontournable dans le jeu politique mondial. Pour le magazine de ce dimanche 9 novembre, nous aurons pour inviter la coordonnatrice du compendium des compétences féminines
de Côte d'Ivoire, Madame Efrazi Yao, titulaire de la chaire UNESCO Femmes et pouvoir de décision. Avec elle, nous allons parler de ce programme qui est chargé de fournir des informations justes, utiles et en temps opportun au président de la République pour la prise de certaines décisions concernant le recrutement, la nomination des compétences féminines. Et c'est pour tout à l'heure à 13h. Merci de nous avoir suivis.